Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo sur le chapitre 15, Intégration. Intégration, c'est un chapitre qui va parler essentiellement de comment calculer des surfaces et utiliser pour ça un outil qui sera une sorte de contraire de la dérivée, la primitive, c'est-à-dire une fonction dont la dérivée est une fonction elle-même. L'idée de base, c'est qu'on va calculer des surfaces, par exemple la surface sous cette courbe, délimitée par la courbe en question, l'axe des x, et puis deux nombres, petit a et petit x, la surface qui est assurée ici. Tout cela va reposer sur un théorème extrêmement fondamental, dont je vais tenter de vous expliquer l'idée directrice. Prenons une courbe, ici c'est la courbe de log de x, et on veut calculer la surface sous la courbe entre le point d'abscisse 2, petit a en général, le point d'abscisse xm, ici 6, l'axe des x et la courbe. Autrement dit, la surface qui est là, que vous voyez coloriée en rose. Cette surface, le logiciel nous dit qu'elle vaut 5,36. 5,36 quoi? 5,36 fois la taille du carré ou du rectangle, si le repère n'est pas orthonormé, délimité par le 0 et le 1 sur l'axe des abscisses, le 0 et le 1 sur l'axe des ordonnées, la taille de ce petit carré-là. Si vous comptez, vous voyez qu'il y a un carré, deux carrés, trois carrés, presque 4, genre 5,5 ou un peu moins, et là on arrive à 5,36, ça paraît crédible. Si on change de repère, si sur l'axe des x le 1 est plus à droite, ou voilà, toute la figure va changer, mais la surface sous la courbe sera toujours de 5,36 fois la taille de l'unité d'aire, c'est comme ça qu'on l'appellera, l'unité d'aire, c'est-à-dire l'aire rectangulaire délimitée par le 1 sur les deux axes. Ici, c'est un carré. L'idée pour calculer cette surface, c'est la suivante. Je considère maintenant que je vais non pas de 2 à 6, mais de 2 à x, et j'appelle a de x la surface sous la courbe entre a et x. Donc par exemple, a de 6, quand x vaut 6, c'est la surface sous la courbe entre 2 et 6, c'est 5,36 unités d'aire. A de xm', qui est xm plus h, qui est là, ça va être toute la surface, depuis le point d'abscisse de toujours, jusqu'au point xm'. Donc la surface en rose plus la surface en bleu, qui est là, jusqu'en haut. L'aire en bleu, c'est-à-dire l'aire qui est délimitée par cette droite verticale d'équation x égale 6, cette droite verticale d'équation x égale 9, le segment horizontal qui est là, et la courbe de logarithme. Cette aire en bleu, c'est a de xm plus h moins a de xm, c'est toute la surface depuis 2 jusqu'à 9, moins toute la surface depuis 2 jusqu'à 6. Et on obtient toute la surface qui va de 6 à 9, la surface qui est là. Cette surface est presque égale, et c'est ça le point clé du raisonnement, au rectangle qui est là, délimité par xm, xm', ym qui est f de xm, l'image de xm par fonction log, et z qui n'est pas l'image de xm', mais qui est le point de même ordonnée que ym pour avoir un rectangle. Ce rectangle-là fait presque la même surface que la surface en bleu, la seule différence c'est la petite partie qui est là. Et l'idée c'est que si le point xm' se rapproche du point xm, et ben la petite surface dont on n'a pas tenu compte en considérant le rectangle et non pas la surface sous la courbe, cette toute petite surface qui est ici avec le curseur, va être négligeable. Et ça va être d'autant plus vrai que xm' se rapproche de xm, autrement dit, ça va être d'autant plus vrai que h, la différence entre les deux, va être proche de 0. La surface du rectangle, c'est h, cette largeur, fois ym, la hauteur gauche du rectangle. Et donc, on a cette égalité, ym, qui est donc f de xm, est à peu près égal à a de xm plus h moins a de xm qu'on écrit là, divisé par h
Et c'est d'autant plus vrai que h est petit, ça devient parfaitement exact par passage à la limite quand h tend vers 0. Et donc on trouve que f de xm, ou f de x en général, ça va être égal à la limite quand h tend vers 0 de a de xm plus h moins de xm sur h, autrement dit, par définition, la dérivée de a. C'est la formule fondamentale de ce cours. F de x, c'est a' de x. La dérivée de la surface d'un point fixe jusqu'au point d'abscisse x, c'est justement la valeur de la fonction qui délimite la surface en x. Comment utiliser ce résultat? Prenons un exemple. Ici, la fonction qui m'intéresse, c'est f de x égale x au carré moins 2, qui est en vert ici. Et je m'intéresse à la surface entre l'axe des x et cette courbe, entre 2 et 3. Le logiciel me dit que cette surface qui est coloriée ici vaut à peu près 4,33. On va essayer de la calculer rigoureusement en tenant compte du fait que a' de x égale f de x. Donc je vais me dire, finalement, je cherche une fonction dont la dérivée c'est x au carré moins 2, c'est la courbe de CF. Et cette fonction, c'est la fonction g, par exemple, qui vaut x3 sur 3 moins 2x. Ou encore la fonction g écrite là, on verra que ça ne fait aucune différence, x3 sur 3 moins 2x plus 4 tiers. Ces deux fonctions ont la même dérivée, f de x, la dérivée de x au cube c'est 3x au carré, divisé par 3 ça fait x au carré, moins 2. Le 4 tiers, sa dérivée c'est 0, donc ça ne compte pas. Et l'idée, c'est que pour calculer i, la surface coloriée entre 2 et 3, entre la courbe et l'axe des x, tout ce que j'ai à faire, c'est calculer g de 3 moins g de 2. Cette fonction-là, j'ai rajouté le 4 tiers de manière à ce que g de 2 soit égal à 0. Et du coup, la surface, c'est exactement g de 3. Mais si pour la fonction g, je prends cette fonction-là, ça veut dire que j'enlève 4 tiers à g de 3, j'enlève aussi 4 tiers à g de 2. Quand je fais la différence des deux, ça se compense. Et j'obtiens le même résultat. À savoir, celui-là, qui vaut donc exactement 13 tiers, à peu près 4,33, comme nous dit le logiciel. Quelle est la morale de l'histoire? C'est que pour calculer une surface entre l'axe des x, toujours, une courbe et deux droites verticales déterminées par leurs abscisses communes, ici x égale 2 et x égale 3, tout ce que j'ai à faire, c'est trouver une primitive de la fonction petit f qui est là, autrement dit une fonction dont la dérivée est petit f, et appliquer cette fonction, mettons g, aux limites de mon segment g de 3 moins g de 2. Et j'obtiens le résultat. Pour en revenir au cours, donc la notion fondamentale, ça va être celle de primitive. Une primitive grand F d'une fonction petit f, c'est simplement une fonction grand F qui vérifie grand F' égale petit f. Par exemple, une primitive de la fonction f de x égale 2x, c'est x au carré. Et une autre primitive, c'est x au carré plus 1. Une autre primitive, d'une manière générale, c'est x au carré plus L, avec L appartient à R. Et nous admettrons que toutes les primitives de la fonction 2x sont de la forme x au carré plus un nombre constant, dont la dérive au 0 donc. Cela repose sur ce théorème que nous admettons que si une fonction a une dérivée qui est nulle sur un intervalle, elle est forcément constante. Un théorème qu'on avait admis dans le cours sur la dérivation. Bonne nouvelle, toutes les fonctions continues ont des primitives. Il y a même des fonctions qui ne sont pas continues et qui ont des primitives. Mais en tout cas, dès qu'une fonction est continue, cela garantit qu'elle possède une primitive. Pour le démontrer, l'idée c'est encore une fois de revenir. Le dessin qui est là est très proche du dessin qu'on avait vu avec a de xm plus h moins a de xm. L'idée est absolument la même. Ici, la démonstration est un petit peu plus rigoureuse, dans le cas où on est sûr que la fonction est croissante, ce qui permet d'encadrer a de x plus h moins a de x par le rectangle dont la hauteur est la plus basse, qui est donc toujours à gauche parce qu'elle est croissante, et le rectangle dont la hauteur est la plus haute, qui est toujours l'image en hauteur de x plus h parce que la fonction est croissante. Et cela permet d'encadrer
le taux d'accroissement de l'air entre AX par f de x et f de x plus h, et puisque f est continu, la limite de f de x plus h, c'est f de x, et donc, par encadrement, la dérivée A' de x vaut f de x. C'était un raisonnement pour la dérivée à droite, on peut faire le même raisonnement pour la dérivée à gauche, puis le même raisonnement quand la fonction est décroissante, et on en arrive à la conclusion que A' de x égale f de x est une propriété assez générale. Comme on l'a vu dans le deuxième exemple, je vous le remontre, il existe une seule fonction qui soit une primitive de f et qui vérifie que g de 2 égale 0, par exemple. Ici, c'est celle-là, c'est à laquelle on ajoute 4 tiers. Je vous rappelle qu'ajouter un nombre, cela revient simplement à déplacer vers le haut ou vers le bas la courbe. Ici, la courbe de g a été déplacée un petit peu vers le haut. J'aurais pu la déplacer vers le bas en ajoutant simplement un nombre négatif. Et c'est intuitivement évident qu'en déplaçant la courbe vers le haut ou vers le bas, il y a exactement un endroit où ce point-là va se retrouver en 0, où g de 2 vaudra 0. En l'occurrence, on va le déterminer par le calcul, et on trouve que la réponse c'est plus 4 tiers. Ce que nous dit le polycopier, il y a une seule fonction dont la dérivée est petit f et qui vérifie g de x0 égale y0 pour x0 et y0 donné. Donc la question c'est de trouver des primitives, et pour ça, déjà on peut regarder les dérivées des fonctions qu'on connaît et en déduire plein de primitives. Par exemple, une primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Comme on l'a vu tout à l'heure, une primitive de x au carré, c'est x3 sur 3, par exemple. Ces trois formules peuvent se résumer à cette formule-là pour alpha réel quelconque différent de 1. Et on obtient x puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1 comme primitive. Ces fonctions-là sont également des cas particuliers. Ici, c'est x puissance moins 1,5, alpha vaut moins 1,5. Ici, x puissance moins 1, alpha vaut moins 1. Et puis, vous savez également qu'une primitive de 1 sur x, c'est log de x, qui n'est pas dans le tableau. Quand vous n'avez pas x, mais u, je vous rappelle que la situation change, puisque la dérivée de u au carré, c'est 2 fois u fois u'. Et en général, si vous voulez les formules avec u, il faut simplement penser à mettre le u'. Par exemple, une primitive de 2 racines de x, c'est 1 sur racine de x. Une primitive de 2 racines de u, c'est pas 1 sur racine de u, c'est 1 sur racine de u fois u'. C'est u' sur racine de u. De même, u' sur u au carré, c'est la dérivée de moins 1 sur u, donc moins 1 sur u est une primitive de u' sur u au carré. Pardon, j'ai peut-être dit le contraire, 2 racines de u est une primitive de u' sur racine de u. U au carré est une primitive de 2u', de 2u', etc. Sachez reconnaître ces formes-là, u' sur racine de u, u' sur u au carré, u' fois u puissance n, u' fois u puissance alpha en général. N'oubliez pas le u' pour y voir la dérivée de quelque chose. Une primitive un peu subtile, la primitive de u' sur u, ce n'est pas log de u, c'est log de valeur absolue de u. En effet, u' sur u est égal à moins u' sur moins u. Pourquoi prendre log de u ou log de moins u? L'un des deux est négatif et c'est pas possible. En fait, ces deux fonctions, qui sont en fait les mêmes, moins u' sur moins u et u' sur u, ont même primitive, log de valeur absolue de u. Et pour l'exponentielle, on retrouve comme toujours le u'. C'est-à-dire qu'une primitive de u' puissance u, c'est u puissance u. Mais une primitive de puissance u, quand u n'est pas x, s'il n'y a pas le u', on ne la connaît pas. Ça va être une des grandes difficultés de ce chapitre. Vous aurez des fonctions qui sont continues, donc vous savez qu'elles admettent une primitive, mais vous ne pourrez pas écrire cette primitive sous forme de calcul.
Un résultat relativement important, une primitive de log de x sur x, pardon. C'est 1/2 de log de x au carré. Bon, opération sur les primitives, c'est des conséquences des opérations sur les dérivés, puisque la somme de deux fonctions a comme dérivée la somme des dérivés. Bah, il s'ensuit que si vous connaissez une primitive de petit f et une primitive de petit g, bah, grand f plus grand g est une primitive de petit f plus petit g. Parce que si je dérive grand f plus grand g, j'obtiens grand f prime plus grand g prime, j'obtiens petit f plus petit g. Pareil pour lambda fois grand f, dont la dérivée va être lambda fois grand f prime, et qui sera donc une primitive de lambda fois petit f, si grand f est une primitive de petit f. Je m'arrête là pour l'instant. Je vous souhaite une bonne compréhension de cette vidéo et à bientôt. Bonne journée.